Hello Milady, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Divergent. D'emblée, j'enchaîne, je laisse même pas en placer une à mon invité en général à ce moment-là du podcast parce que je lui demande comment justement il se présente aux personnes qui le découvrent généralement. Eh bien, écoute, hello Sandra, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Et comment je me présente aux personnes? Eh bien, je commence par mon prénom, tout Mhm, simplement. Donc, moi, je suis Milady. Et ensuite, je dis que je suis une maman. Ça mhm, fait partie de mon identité aujourd'hui depuis 15 ans. Donc, je suis une maman de 4 garçons. mhm. Et en même temps, ben, je fais plein de choses, en fait, hein. Je suis juriste en immobilier. Je suis également coach pour les mamans qui travaillent. Et je les accompagne en fait on va dire, trouver l'harmonie qu'elles recherchent entre Mhm. leurs ambitions pro et leurs ambitions maternelles sans y laisser leur peau, comme j'aime Mhm. dire. Voilà ce que C'est je ça. fais, entre autres. Et puis, je suis podcasteuse aussi. J'ai un podcast qui s'appelle Maman Active, justement à l'image de ces mamans que j'accompagne. Donc, Top. dedans, je partage des stratégies, des méthodes, des ressources que moi-même, j'ai pu découvrir sur mon parcours de vie et qui m'ont beaucoup aidé à Mhm. trouver ma propre harmonie. Et du coup, je les partage parce que je suis convaincue que les bonnes choses sont faites pour être partagées. Voilà qui je suis, en quelques Ben, mots. écoute, il y a pas mal déjà de choses qui, je pense, qui résonnent avec des valeurs qu'on a en commun. Donc, cette notion de justement pouvoir partager. Le côté podcast, c'est justement une magnifique opportunité qui nous est donnée de pouvoir voilà, avoir un espace pour libérer la parole et pouvoir transmettre et partager. Donc top. Donc, le podcast Maman Active, on le notera sûrement quelque part, c'est une évidence. Donc, plusieurs casquettes, à la fois maman de 4 enfants quand même, hein, donc respect. J'en ai un, donc, et j'en suis déjà largement satisfaite. Donc, tu disais aussi juriste, c'est ça, Oui, donc de formation. tout à fait. Et également coach. Donc, ça te fait quand même pas mal de casquettes, effectivement, de rôles, on va dire, avec lesquels jongler. Et c'est ce que j'imagine, évidemment, tu as donné l'élan au départ de chercher des ressources, des outils, des façons de faire pour avoir cette harmonie entre toutes ces facettes-là et l'équilibre que tu voulais garder dans ta vie. C'est bien ça? Complètement, Ouais. complètement. Et oui, ça m'a bien challengé tout ça. Et, Mm. euh, et moi, je suis une adepte du et pas du Mm. ou, tu Ah vois. ouais. Et donc, pour moi, je ne voyais pas les choses différemment. Je voulais être et maman et avoir une belle Juriste et carrière, coach et voilà, et coach, et voilà. Donc, je ne me voyais pas choisir. yes. Et donc, j'ai choisi de ne pas choisir, comme dirait Mhm. une amie à moi qui s'appelle Ida. Mhm, Et vraiment, du coup, ça demande tout de même, en vrai, d'avoir quand même certaines ressources, de chercher des solutions, parce que c'est clair que c'est possible, mais c'est pas forcément toujours facile. Il faut dire les oui, choses comme elles sont. c'est Mais c'est ça. possible, Mais c'est simple de choisir, mais pas forcément facile d'implémenter ce qu'il faut pour vivre cette simplicité-là. Donc, euh, complètement. donc c'est ouais, assez intéressant. Je sens qu'on va bien s'amuser dans cet épisode. Je propose d'ailleurs, en parlant d'amusement, je propose souvent un jeu à mes invités en tout début d'interview également, qui est celui du portrait chinois. Donc, grosso modo, l'espace d'un instant, Milady, je te propose de ne plus être toi, être humaine, mais autre chose. Qu'est-ce que tu serais dans ce cas-là? Et pourquoi? Waouh, sacrée question. Mais l'image m'est venue de suite quand tu m'as dit ne plus être humaine. Du coup, j'ai pensé à un animal. Ok. Et j'ai pensé à la panthère noire. Hmm. Je serais une panthère noire, je pense, si j'étais pas humaine. Et pourquoi? Mhm. Parce que déjà, elle est magnifique, la panthère noire. Mhm. Elle sait se fondre dans son environnement. Elle protège ses petits à tout prix. Ouais, je serais une panthère noire pour ces valeurs-là qu'elle a. Et puis, elle est discrète aussi, tout en étant imposante, rien que par son pelage, par sa prestance, par sa démarche aussi. Pour moi, c'est une reine de la forêt, la panthère noire. Et voilà. Ouais, la panthère noire.
Ouais, ça me parle bien aussi. En plus, comme tu l'as décrit, donc il y a vraiment cette notion j'ai envie de majesté qu'on a plutôt tendance à attribuer au côté lion, le plus souvent le roi de la jungle. Donc j'aime beaucoup cette façon que tu as d'amener, enfin, roi de la savane ou de la jungle, je ne sais plus trop. Et là que tu dis, bah, reine de la forêt. Le côté donc, à la fois le côté protecteur qui sait défendre ses petits, et donc s'il y a besoin de monter au créneau, on va dire ça comme ça, et à la fois un côté très fluide et doux qui peut bah, se fondre dans son environnement, qui est capable de justement être à la fois discrète, à la fois imposante. Enfin, tu parles pas mal de ces deux. J'ai l'impression dans ce que tu vois derrière la panthère noire, qu'il y a vraiment cette dynamique, cet équilibre. On revient à cette notion d'harmonie. Donc, ça me fait faire un lien avec ce que tu nous as partagé plus haut. Vraiment cette dimension de pouvoir jouer avec les énergies à la fois féminines et masculines, à la fois le côté voilà, action et à la fois le côté discrétion. Donc, Complètement, complètement. ouais. Et puis, il y a ce côté aussi, je trouve, oui, tu l'as bien dit, de majesté. Et oui, Mm, comme tu dis, de la discrétion et observatrice aussi. Elle est très mm. observatrice. Elle réfléchit beaucoup avant d'agir, hein. C'est pas le genre qui va sauter comme ça. Elle peut rester des heures à observer une proie avant d'agir. Non, ouais, j'aime bien la panthère noire. Et puis, je pense que j'y ai pensé aussi parce que c'est l'emblème de mon pays. Mhm. Et je suis très attachée à mes racines aussi. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui Ok. Et rentre en compte dans et le tes choix racines, de… c'est lesquelles? Je viens du Gabon. Je suis Du Gabon. gabonaise. Ouais. Ok. Et c'est l'emblème du Gabon, d'ailleurs, la panthère noire, en fait. C'est dans le Ok. sceau, Bah, en fait, du pays. j'irai me coucher moins bête ce soir. Du coup, j'ai appris que l'emblème, du coup, dans le drapeau du Gabon, il y a la panthère noire. J'avais Alors, jamais. c'est pas le drapeau, c'est sur l'écusson, les Ah, armoiries. Voilà, les on appelle armoiries. ça les Ok. armoiries. Voilà. Tu Ok, as deux ok. panthères noires qui tiennent les armoiries du Gabon, en fait, sur chaque côté. Ok. Et j'ai toujours trouvé cette image-là très, très belle. Très forte. Ok, cool, Ouais. belle. Eh bien, écoute, super. Merci de t'être prêté au jeu du portrait chinois. Et donc, désormais, avec ce regard de panthère noire, on va continuer à avancer dans la forêt des questions que j'ai pour toi. Waouh, j'ai Ouais, t'as hâte. vu la transition du fou? Génial, génial. Je vais te proposer à présent, puisque c'est le propos du podcast et des invités du podcast, c'est de pouvoir raconter leur histoire unique et singulière de résilience. Donc, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux, et le best of all, c'est on a le temps. Donc, fais-toi plaisir. Ça, c'est un luxe, ça, d'avoir le temps. C'est Eh, fantastique. t'as vu ça? On n'est pas On bien est dans le bien, on est podcast. bien, on est bien. J'aime avoir le temps. Vas-y, bah, prends ton temps alors. Je t'écoute. Alors, Enfin, on par où t'écoute. commencer? C'est vrai que c'est un exercice pas simple, hein, à chaque fois. Et surtout que là, tu me laisses vraiment libre de choisir par où je commence. Mon histoire de résilience. Et je dirais même que j'en ai plusieurs, en fait. Et donc Mhm. là, il va falloir que j'en choisisse une, je pense, parce que sinon, finalement, on n'aura pas assez de temps. Et ce serait dommage. Mais je commencerai je te parlerai de la dernière histoire de résilience, mais tu vas voir, ça se recoupera Mhm. à la première. C'est quand je suis devenue maman. Quand je suis Mhm. devenue maman il y a 15 ans, ça a été juste un tsunami, en fait, hein. Voilà, il faut dire ce qui est. Ça a été un tsunami et ça m'a renvoyée à plusieurs blessures enfouies dont j'étais même pas consciente, en fait, hein, Mhm. clairement. Mais moi, je dis souvent que ma maternité m'a sauvée parce que ça Mhm. m'a permis finalement de regarder en face qui j'étais, en fait, et pas celle qu'on voulait que je sois. Donc, ça a commencé là, en fait, ma prise de conscience, en fait. Et finalement, mon chemin de résilience s'est vraiment matérialisé à ce moment-là, tu vois. C'est Mhm. là où je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire quand même. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que j'avais la hantise d'être une maman horrible, en fait. J'avais la hantise de pas assurer avec mon fils. J'avais la hantise de pas savoir m'y prendre et de pas lui transmettre
les valeurs qui étaient essentielles pour moi. Et j'avais l'impression de tout mal faire. Et c'était très compliqué pour moi parce que je me suis sentie tiraillée entre mes ambitions pro, parce qu'à l'époque, je commençais ma carrière et ça se passait plutôt bien. J'avais des opportunités qui s'ouvraient devant moi. Mais en même temps, j'avais de fortes ambitions maternelles parce que j'ai toujours voulu une grande famille. Figure-toi qu'au départ, j'en voulais 7. Donc, quand j'ai eu le premier, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, peut-être que 3 ou 4, ça suffira. Parce que, voilà, être enceinte, j'ai pas spécialement kiffé, hein, voilà, c'est Mhm. pas et 4 fois de suite, hein, les 4 expériences n'ont pas été belles pour moi, de grossesse. Mhm. Donc, ouais, je dois être un peu maso quand même d'y être allée 4 fois, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et du coup, devenir maman, m'a fait finalement, revenir en moi, tu sais? M'a fait, me reconnecter avec la petite fille en moi, que j'avais mis de côté parce qu'il fallait avancer. Je devais avancer, je devais être première, je devais avoir tel diplôme, je devais avoir tel poste, je devais et là, ben, quand je suis devenue maman, je me suis dit: «Eh ben, en fait, tu rien accompli du tout, tu rien compris du tout et tout est à reprendre à zéro.» Et les peurs se sont installées, Mhm. ont commencé à m'envahir, le questionnement sur ma propre identité. Parce que quand tu te retrouves à avoir la responsabilité d'un petit être qui a rien demandé, et ben, ça bouscule en fait. Et pour transmettre quoi que ce soit à ce petit être, selon moi en tout cas, il est essentiel de savoir déjà qui on est en fait. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais et qu'au final, j'étais en train de me noyer dans un truc parce que, parce que j'avais plein de messages contradictoires, tu sais? C'était, il fallait faire comme, la société te disait, comme tes parents te disaient, sauf que tes parents, ils comprenaient absolument pas que tu sois dans cet état-là, parce qu'ils estimaient qu'il y avait des millions de femmes avant toi qui étaient déjà devenues mamans, donc toi, tu en faisais tout un plat, on comprend pas pourquoi. Et toi, tu comprends pas pourquoi on ne te comprend pas. Donc du coup, ça te fait rentrer dans un schéma de pensée très négative et ça n'aide pas pour, pouvoir avancer dans ce rôle de mère parce que du coup, tu remets tout en question, tu perds totalement, ton estime de toi et sachant que l'estime de toi est composée à la fois de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi et bah, à ce moment-là, les 3 je les avais plus, hein. Je savais plus Mhm. qui j'étais, j'avais une très mauvaise image de moi parce que physiquement ça transforme, hein, Bien sûr. ça transforme, la grossesse et je t'assure, je pleurais quand je me voyais devant le miroir, je me trouvais totalement déformée, je me reconnaissais plus, donc j'avais une très mauvaise image de moi. La confiance en soi, elle était au plus bas parce que j'avais l'impression de tout mal faire, de tout faire de Mhm. travers. Mon bébé ne dormait pas, donc beh, je passais des nuits blanches, donc je manquais de sommeil en plus, donc ça aidait pas. Il a pas dormi pendant presque 3 ans, hein, mon premier Mhm. fils. Voilà, Mhm. donc ça te donne un peu une idée et donc du coup, forcément, c'était de ma faute. Il dormait pas, Mhm. je faisais forcément quelque chose mal. Tu vois, je prenais tout Mhm. comme, beh, comme un échec en fait, de cette nouvelle casquette qui s'offrait à moi. Et de là, je me suis dit, à un moment donné, il y a eu, comme un déclic quand mes tantes, ma mère, enfin les femmes de ma vie ont eu, les unes après les autres des réactions, on va dire où, j'avais la sensation qu'elles balayaient un peu d'un revers de la main mes questionnements et j'avais la sensation qu'elles étaient pas présentes pour moi. Mais alors qu'en fait, elles étaient présentes pour moi comme elles en étaient capables, elles, par Mhm. rapport à leur mode de fonctionnement à elles, par rapport à ce qu'elles, elles connaissaient en fait Mhm. de la maternité. Et donc finalement, je me suis rendu compte que moi, j'étais simplement différente et que je vivais les choses différemment et que j'avais envie de les vivre différemment. Et de là, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit: «Il y a sans doute des manières différentes de faire. Il y a sans doute des personnes qui seraient capables de comprendre où je veux aller dans cette maternité-là. Il y a sans doute des personnes qui seraient capables de comprendre que je veux en même temps allaiter, en même temps aller travailler, en même temps être avec mon bébé et en même temps être au travail.»
il y a sans doute des trucs à mettre en place, c'est possible. Mais tout le monde autour de moi me disait, donc mon environnement de l'époque, me disait, mais pourquoi tu te prends la tête? Prends le temps de t'occuper de ton enfant et le travail, ça attendra. Mais sauf que moi, je ne le voyais pas de cet œil-là, en fait. Mmh. Non, enfin, je ne le voyais pas de cet œil-là. Donc, j'ai repris le travail et j'ai commencé à chercher des solutions, donc des bouquins, Internet. À l'époque, c'était MSN Messenger. Il n'y avait pas encore Facebook, c'était pas encore trop ça et tout. Et du coup, il y avait un magazine qui s'appelait 9 mois. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas. Mais dans ce magazine-là, il proposait des forums de discussion Mmh. entre futures mamans. Et je me suis inscrite à ce forum-là en ligne, en fait. Et là, j'ai rencontré juste des femmes extraordinaires. Je me suis sentie beaucoup moins extraterrestre. Mmh. Et on a vécu ensemble cette première maternité pour certaines et pour d'autres, il y en avait déjà, c'était deuxième ou troisième, mais on a vécu ensemble ces moments, ces interrogations. J'ai même découvert d'autres interrogations que moi, je n'avais pas. Et on a partagé nos solutions. Et le fait d'être dans cette communauté-là, Mmh. qui vivait la même chose que moi à l'instant T, m'a vraiment permis de me recentrer, en fait. M'a permis aussi de trouver d'autres manières de faire, m'a permis aussi de me rendre compte que ce que je voulais pour moi et mon enfant n'était pas impossible et que j'étais finalement, entre guillemets, normale. Et, euh, et donc là, j'ai encore plus accentué mes lectures en développement personnel. J'ai aussi lu beaucoup de bouquins sur devenir maman, sur la maternité, sur les bébés, comment écouter son bébé, que son bébé comprend tout, les choses comme ça. Donc, tout cet aspect de parentalité un peu différente de ce qu'on connaît chez moi, hein. Donc, comme je disais, Mmh. je viens du Gabon, donc ça reste quand même, il y a un aspect très traditionnel, très ancestral, si tu veux. Donc, on a tout cet aspect-là où il y a la transmission ancestrale, où l'allaitement, c'est même pas une question, ou porter son bébé, c'est pas une question. Et ça me correspond totalement, hein, parce que bah, pour moi, je ne vois pas d'autre manière de faire. Donc, ça m'allait bien. Mais il n'y a pas ce questionnement-là sur le bébé, Mmh. sur qu'est-ce que le bébé ressent, qu'est-ce que le bébé comprend. Et moi, j'avais envie d'entrer dans la tête de mon bébé, tu vois. J'avais envie de comprendre mon enfant, j'avais envie d'être connectée à mon enfant. Mmh. Et j'avais la sensation que c'est en comprenant mon enfant que j'allais aussi me comprendre moi, en tant que mère. Et c'est pour ça que j'ai dit que mon chemin de résilience, il s'est vraiment, je ne sais pas si je peux dire cristallisé à ce moment-là, mais du coup, je suis entrée en moi, comme je disais, et justement, en ayant cette envie de comprendre mon bébé, ça m'a ramenée à comprendre mon enfant intérieur à moi, tu vois. Mmh. Donc, beaucoup de gens parlent de ça, l'enfant intérieur, il faut parler à son enfant intérieur, il faut lui écrire, etc. C'est des exercices très sympas que j'ai testés. Eh bien, ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile du tout à faire parce que du coup, tu t'attaques, quand tu as l'histoire qui est la mienne, tu t'attaques à des blessures, waouh, qui sont bien installées. Parce que j'avais 25 ans, hein, quand je suis tombée enceinte de mon premier. Donc, Mmh. 25 ans, c'est pas rien. Et là, tu réalises qu'en fait, tu as beaucoup de choses à régler avant de pouvoir prétendre être celle que tu souhaites être, en fait. Mais c'était vital pour moi, c'était vital. Je n'étais plus toute seule. J'avais ce bébé et mon conjoint, hein, aussi qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mmh. Et donc, pour moi, c'était vital. Et c'est là que j'ai commencé ce cheminement-là. Et ouais, ça a été difficile. J'ai eu beaucoup de mal à parler à mon enfant intérieur. J'ai eu beaucoup de mal même à reconnaître qu'il était là, qu'il était toujours là. Parce que j'ai grandi avec des messages contraignants puissants. Des messages contraignants comme le sois forte, sois parfaite, tu vois. Surtout ces deux-là, sois forte et sois parfaite. Le droit à l'erreur, je n'ai pas eu la sensation en tant qu'enfant de l'avoir, si tu veux. C'était un peu marche ou crève.
comme disait mon papy adoptif qui était dans l'armée et qui nous racontait ses histoires de l'armée. C'était un peu marche ou crève, en fait. C'était c'est comme ça, c'est pas autrement. C'était ben, l'école, l'école, l'école. Et puis, c'est pas juste l'école. Il faut être première de la classe. Donc, tu vois, le soi parfait, en fait. Tu arrivais avec un 8/10, ben, ça allait pas, en fait. On ne focalisait que sur la faute d'orthographe que tu avais faite dans cette dictée-là, mais on ne voyait pas que tu avais quand même 8/10. Ah, mais ça, cette faute, elle est idiote, hein. Tu aurais pu avoir 10. C'est des exemples qui ont l'air anodins comme ça. Mais quand tu es enfant, ça te développe une construction mentale. Il est très dur après de déconstruire. Donc, tu te développes avec ça et tu as l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire les choses. Et puis, en plus, au-delà de ça, j'ai grandi dans un climat violent, de violence. Donc, ben, ce n'est pas simple quand tu es une enfant de grandir dans un climat de violence parce que le climat de violence entraîne quoi? Entraîne la peur perpétuelle. Donc, le cerveau reptilien, ben, quand tu as peur, enfin, il est là pour ça. La peur, c'est une très, très belle émotion. Je ne dis pas que ce n'est pas une belle émotion. Toutes les émotions sont belles, Sandra. Par contre, en tant qu'enfant, il y a un besoin fondamental de l'enfant qui est le besoin de se sentir en sécurité. Et ce besoin-là n'a pas été assouvi chez moi. Je ne me sentais pas en sécurité avec les personnes qui avaient l'autorité et qui étaient censées me fournir ce cadre cette sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu te construis avec ça, tu pars avec plusieurs trains de retard pour être en harmonie dans ta vie, tu vois. Tu pars Donc, avec un sac à dos bien rempli quand même. Hein. Voilà, on va dire ça. Il est bien chargé. Il est bien chargé et c'est au moment de ma maternité que tout est remonté, d'où ce tsunami en fait. Tout m'est remonté dans la gueule en fait. Pardon pour le terme, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as un sac à dos bien chargé en fait. Que jusque-là, si tu veux, tu avais mal au dos et tout, mais tu as tellement le soi fort, le soi parfait et tutti quanti qui te drive à avancer malgré tout. Et c'est à ce moment-là seulement que tu t'es rendu compte qu'en fait, ah oui, j'ai un peu mal au C'est dos là, ça. en fait, j'ai un sac à dos vachement lourd à devoir déposer là. C'est ça, complètement. Et c'est là où j'ai commencé à le vider petit Ouais, bout petit par à petit petit. bout, petit bout par petit bout. Comme je dis souvent aux mamans que j'accompagne, souvent, quand elles ont un objectif à atteindre ou quoi, et qu'elles ont du mal et qu'elles se disent « Oh, mais je vais jamais y arriver, oh, il y en a trop, il y en a de partout. » Moi, je leur dis « Mais comment on mange un éléphant ?» C'est ça. Et là, elles me regardent. Je sais pas, on le découpe, je sais pas. Je dis, c'est très simple, petit bout par petit bout. Parce que c'est clair, si on t'a mis un éléphant, c'est énorme, tu ne sais pas par où commencer. Mais si tu commences petit bout par petit bout, tu viendras à bout de cet éléphant, en fait. Tu Oui, vois? moi, je parle beaucoup du plus petit pas possible, mais cette C'est notion ça. de l'effet cumulé, vaut mieux faire 100% de 1% tous les jours, parce qu'au bout du compte, tu arriveras à tes 100%. Complètement. Le seul engagement à avoir quelque part, c'est de 100% engagé sur ce qui est disponible là à ce moment-là. Complètement. C'est Ou ça. alors, on appelle ça la méthode des petits pas aussi, c'est la méthode Kaizen, c'est C'est pareil. ça. Ça Exact. rejoint la même idée. Et c'est très puissant, ça. C'est très, très puissant. Encore faut-il accepter d'y aller petit pas par petit pas. Ne pas être trop impatiente et de se rendre compte de l'enjeu, en fait, derrière. Et que finalement, il y a des choses qui ne peuvent pas se régler comme ça, en claquant des doigts. Il y a Il y a besoin de aussi, temps. Il y a aussi besoin enfin, je ne sais pas si tu as pu expérimenter ça, mais de pouvoir permettre aux personnes de conscientiser aussi l'évolution. Parce que quand tu fais des petits pas, parfois tu as vite tendance, comme c'est des entre guillemets petites actions, elles perdent un peu de leur, tu sais, de leur majesté, justement, pour reprendre le même mot que tu l'as dit, de leur superbe, parce que quand tu vas à la salle de sport pendant 3 heures, tu te sens la reine du monde. Mais si tu y vas tous les jours, tu fais 5 minutes de mouvement, tu as l'impression que tu n'es pas vraiment en train de faire du sport. Donc, du coup, ça ne vaut pas tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de biais-là avec les femmes que tu accompagnes, justement, Complètement. que si on ne les aide pas à mettre vraiment l'attention là où elles ont posé des actions, même entre guillemets petites, ces actions-là, au final, leur permettent d'avaler l'éléphant, comme tu disais. Mais complètement. Ouais. Et je les invite très régulièrement à prendre le temps
de prendre conscience du chemin parcouru. C'est ça, ouais. Mais très régulièrement, parce qu'elles sont souvent, les femmes que j'accompagne, comme elles ont souvent une ambition très prononcée, autant professionnellement que pour leur rôle de maman. Donc, c'est des femmes qui sont souvent beaucoup dans l'action, tu Ouais. vois. Donc, elles ont du mal à s'arrêter, en fait. Et Mhm. elles ont du mal à s'arrêter pour regarder ce qu'elles ont déjà fait avant de vouloir anticiper une nouvelle action. C'est Donc, je ça. suis là aussi pour les accompagner dans ce « on se pose Mm. et on regarde le chemin parcouru », c'est super important. Mm. Et quand elles prennent conscience de ça, ça réduit aussi après leur charge mentale, ça réduit après leur stress pour le futur, tu vois. Et je les apprends aussi, au-delà du chemin parcouru, à revenir aussi beaucoup dans le présent. Les gens oublient que tout se passe au présent. Et ce n'est vraiment que sur le présent que tu as un pouvoir, en fait. Mhm. Et si tu prends ton pouvoir au présent, tu construis forcément un avenir qui va te ressembler et un avenir qui va te convenir. Donc, je les invite beaucoup à ça, à revenir sur le présent et à prendre conscience de ce qu'elles ont déjà au présent. Donc, à rendre le présent parfait. Et même si la perfection n'existe pas, quand je parle de rendre le présent parfait, c'est vraiment ça, d'arriver à être présente au présent. Mm. Ouais. Et dans ce que tu nous partageais par rapport à ton histoire, justement, ça me fait penser à, c'est exactement ça que tu as fait quelque part, c'est qu'il y a un moment, il y a un déclencheur, le déclic où tu ne te sens pas soutenu à la hauteur de ce que tu aimerais, en tout cas de la projection que tu as, et on est bien d'accord que c'est une perception et que voilà, en tout cas que ça ne correspondait pas à ce moment-là à ce que tu voulais expérimenter. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, une femme d'action, tu as tout de suite cherché des solutions. Ok, ça ne me convient pas. Où est-ce que je vais chercher les bouquins? Tu tombes sur le forum et là, tu trouves le fameux soutien qui est un tuteur de résilience magique. Tu te sens du coup accueillie, entendue, comprise. Et puis, j'aimais beaucoup cette notion, du coup, finalement, ça va, je suis normale, quoi. On Ouais. arrive à rentrer dans la normalité au sein d'un groupe où il y a un sentiment d'appartenance qui peut se construire dans un cadre où on se sent entendu, vu, écouté. Et à partir de là, tu développes du coup cette capacité et les ressources nécessaires parce que tu nous parlais aussi de cette estime de soi qui, à ce moment-là, est au plus bas en fait. Donc, le Complètement. soutien de la communauté va te servir à ce moment-là à pouvoir un peu penser toutes ces blessures et tous ces réservoirs vides pour pouvoir les remplir un petit peu, aller chercher le fuel nécessaire. Donc, l'action est là, c'est aller chercher le fuel nécessaire pour avoir après j'ai envie de dire, le courage, donc agir avec cœur, dans la racine de courage, hein, le courage d'aller, comme tu disais, revenir à toi. Et je C'est fais ça. exprès de parler de courage, de le faire, parce que c'est tellement facile de ne pas le faire. Complètement. Et que tu disais, voilà, de pouvoir te recentrer, c'est ce qui t'avait permis de voir aussi d'autres manières de fonctionner, d'autres manières que ça rendait les choses possibles. Là, on rentre après, enfin, souvent j'ai l'impression que il y a la phase de résilience et juste derrière la phase de divergence où on voit tout le champ des possibles. Et alors là, du coup, c'est un nouveau champ qui s'ouvre. Mais dans le moment où on est dans la phase un peu dans le dur, tout a l'air fermé, hein. On est Oui, d'accord. Et donc là, tu vas chercher les ressources à l'extérieur et puis muni de ces ressources extérieures dans un premier temps, tu vas aller, tu disais, revenir à toi, aller rencontrer cette part de toi, cette fameuse enfant intérieure. Est-ce qu'elle existe vraiment? N'est-ce pas une légende urbaine? si elle existe, je te confirme. Je l'ai Mais oui, rencontrée c'est et aujourd'hui, ça. je lui parle encore tous les jours. Yes, exactement. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est aussi ce que tu disais. Je pense que ça demande à un moment donné aussi d'être justement, il y a plein de possibles et où tu pourrais être rattrapé par, on va dire, le côté rationnel, de dire, oui, c'est quoi cette histoire de commencer à parler à mon enfant intérieur, mais on va arrêter les you-you là tout de suite, arrêtons de fumer la moquette, les enfants. Un truc bien pragmatique, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous as partagé, c'est que
tu as mis ce scepticisme, c'est ce que je vais appeler presque le scepticisme intelligent, tu vois, c'est sceptique, mais je vais quand même appliquer parce que des fois que ça marche, de toute façon, au point où j'en suis. Hein. Mais c'est exactement ce que je me suis dit, mais on dirait que tu étais avec moi ce jour-là, quoi. Non, mais je vois bien, je vois bien. J'ai facile à me mettre dans la peau des autres. Donc j'imagine bien donc, ce moment où tu te dis, où tu appliques. Et comme tu dis, à ce moment-là, eh ben, c'est vachement inconfortable quand même. Donc, à ce moment-là, tu revis une deuxième épreuve, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a la première épreuve qui se joue plus à l'extérieur, on va dire. Et puis là, il y a une autre épreuve qui demande à révéler l'héroïne qui est en toi, j'ai envie de dire aussi, mais qui est plus un voyage intérieur à ce moment-là. Et comment tu as fait pour retrouver les ressources? Parce que tu aurais pu très bien te dire, tu me dis, voilà, tu es confronté à tous tes messages contraignants, de voir ça, enfin, souvent, l'ego, à ce moment-là, il va dire, ouais, c'est bon, vas-y, lâche. Mais il l'a Dégage, je ne veux dit, pas en voir fait. ça. Il l'a Je veux dit, pas hein. voir ça. Mon ego l'a dit. Et c'est pour ça que je dis ça a été très, très difficile parce que ça a été même douloureux, en fait. Ça a été même douloureux de rentrer comme ça en moi. Et l'ego m'a dit, mais qu'est-ce que tu te prends la tête? C'est fait, avance, tu as un bébé à t'occuper, tu as un mari génial qui t'adore, et puis tu as une vie à construire, tu as un super boulot. Qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête là? Arrête de poser autant de questions, nom du Dieu. Arrête de te poser autant de questions. Sauf qu'il y avait une petite voix en moi qui me disait, oui, Hmm. mais tu as besoin de te poser ces questions. J'ai toujours été une petite fille très curieuse, Sandra. Mhm. Et j'ai découvert, d'ailleurs à ce moment-là, que ma curiosité était mon super pouvoir. Mhm. Alors que, en grandissant, mes parents m'ont toujours reproché d'être curieuse. C'est quelque Mhm. chose que je devais taire, que je ne devais pas développer, que je devais pas. Ça les agaçait plus qu'autre chose et ils me critiquaient par rapport à ça. Un vilain défaut. Un gros vilain défaut. Et moi, je suis très contente, mais d'avoir développé ce vilain défaut. Et Ouais. après, je me suis toujours aussi ouverte. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que j'ai toujours été très attirée de manière naturelle par ce que j'appelle les sciences de l'esprit. Mhm. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en première, j'ai découvert la philosophie. Parce qu'au Gabon, tu fais philo dès la première. Et on commence par l'histoire de la philosophie. Mhm. Donc, par tout ce qui est les Grecs, etc., etc. Donc, bien évidemment, l'incontournable Platon, donc l'incontournable Socrate. Socrate. Les pré-socratiques d'abord aussi. Et exactement. Donc, on voit tout ce qui est Anaximandre, etc., etc. Donc, et ça m'a passionnée. J'avais Mhm. 18 de moyenne en philo. Le Mhm. deuxième avait 9. Tu Mhm. sais que les lycéens, la philo, c'est pas trop leur truc d'habitude. Selon ce que j'entends autour de moi, en tout cas, et selon ce que j'ai vécu moi. Mais Mhm. moi, déjà, il y a deux choses. J'aimais la matière, j'aimais ce que j'apprenais, j'aimais à quel point ça m'ouvrait un champ des possibles incroyable. Et j'ai eu un prof aussi extraordinaire. Et ça compte. Et lui, il a été mon premier mentor, en fait, ce monsieur. Mhm. Vraiment, un homme bienveillant, un homme qui me regardait avec des yeux qui brillaient, ils étaient pleins de lumière parce qu'il adorait les questions que je lui posais. Il adorait ma curiosité. Et un Mhm. homme qui m'a appris que une question entraîne une autre question. Mhm. Et c'est ça la philo. Il n'y a pas de réponse. Une question entraîne une autre question. C'est infini. Le champ des possibles est infini. Et c'est de là aussi que ça m'a beaucoup aidé, moi, à me positionner aussi, tu vois. Et du coup, ça m'est revenu. Et toutes les lectures philosophiques que j'ai faites m'ont beaucoup aidé Mhm. à contrecarrer mon ego, Mhm. tu vois. Ça Mhm. m'a vraiment aidé. Et du coup, par-dessus la philo, j'ai rajouté le développement perso. Donc, clairement, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup. Et quand je vois que je suis devenue coach aujourd'hui, finalement, je n'ai pas pu faire philo parce que moi, je voulais faire philo comme Mhm. étude ou psycho. Mais bon, mes parents, encore une fois, se C'était sont pas un métier, ça, sûrement. Alors, philo, mais ça ne va pas la tête, ça t'amènera nulle part. Tu ne gagneras pas ta vie. Et psycho, mais ça ne va pas la tête, c'est pour les fous. Bon, T'as envie ben, de t'entourer de fous? voilà. Et tu sais aujourd'hui, tu sais ce que je me dis? J'ai dit, ben moi, je l'aime, ma douce folie. Bon, Ouais, à ok. 17 ans, quand il fallait faire mes choix post-bac, ben, je n'étais pas encore outillée et armée pour dire à mes parents, allez vous faire voir, moi, je vais faire philo ou psycho. Donc, j'ai fait droit, mais je suis revenue
à ces sciences de l'esprit par le coaching. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais l'ancêtre du coaching, c'est Socrate. Ah bah, les questionnements, La comment dire, maïeutique, la c'est maïeutique, exactement c'est ça le lui, coaching. C'est la c'est base ça. du coaching, en fait. Mhm. Et donc, quand je reviens à ça, je me dis, ben voilà, j'ai allié finalement tout ce qui m'a toujours drivé depuis mon adolescence, en fait. Et je suis à ma place. Donc, pour revenir à mon chemin de résilience, ça m'a aidé, ça, tu vois, cette curiosité. Ça m'a aidé à contrecarrer mon ego et à rentrer en moi. Et du coup, j'ai commencé ce travail sur moi, d'abord toute seule, parce que j'avais honte encore d'en parler. J'avais honte de dire autour de moi que je ne me sentais pas bien. J'avais honte de dire que je ne me sentais pas construite. J'avais honte de dire que je me sentais malheureuse. Surtout que pour les gens, j'avais aucune raison de l'être. C'était le tableau parfait, Évidemment. tu Donc, vois? ça rend les choses, et c'est quand même quelque chose qu'on voit, enfin, en tout cas, que j'entends aussi énormément de personnes qui vont quelque part cocher toutes les cases. Tu sais, cette notion de, Oui. bah, écoute, on attend à cet âge-là que tu aies obtenu tel diplôme, tel machin, tel bazar, à cet âge-là que tu sois à tel endroit dans ta carrière, dans ta vie perso, etc. Et en fait, tu arrives à un stade où tu as coché toutes les cases et donc tu te dis, bon, ben, depuis les conventions de la société extérieure, en fait, j'ai juste pas le droit de me plaindre parce que j'ai coché toutes les cases. Donc, j'ai la réussite qui n'est pas accessible à tout le monde, etc., etc. Je me suis donné les moyens, je me suis construite comme ça, etc., etc. Donc, il y a une forte fierté là-dessus. Mais à nouveau, pour reparler un peu de ces deux énergies dont on parlait avec la panthère, là, ça me revient, c'est ce côté. Mais à hauteur qu'on a cette fierté sur le fait d'avoir accompli toutes ces choses dans la liste, à la même hauteur, on expérimente la honte à partir du moment où on sent qu'en fait, on est en décalage complet par rapport à cette réussite projetée, qui n'est pas notre propre définition intérieure de la réussite, en fait. Complètement. Et c'est ce que moi j'appelle le diktat sociétal. Ouais. Et c'est le diktat sociétal, entre autres, qui m'a fait créer Maman Active, le podcast. C'est le diktat sociétal qui m'a donné envie de devenir coach aussi, en me disant, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que je contribue. J'ai envie de dire à toutes ces femmes qu'elles ont le choix, en fait. Elles ont le choix de créer la vie qui leur ressemble, qu'importe ce que l'image que la société a donnée aux mamans qui veulent travailler, qui veulent être là pour leurs enfants, etc., etc. Non, bah écoute, non, je vais prendre mon micro et je vais faire entendre ma voix et je vais leur partager ce que moi j'ai découvert sur ce chemin-là et qui m'a permis aujourd'hui d'être à la fois une responsable dans un grand groupe, en même temps je suis coach, en même temps podcasteuse et en même temps j'ai 4 enfants avec lesquels je passe du temps et de beaux moments. Ouais. Et que personne ne va venir me dire ouais, mais en fait, t'es pas une bonne mère parce que t'es pas, je sais pas moi, tu l'amènes pas au parc tous les week-ends ou t'es pas à toutes les sorties scolaires. Enfin, bah non, je suis pas aux sorties scolaires parce que pendant ce temps-là, je suis au travail ou ailleurs. Mais par contre, je consacre 2 heures par semaine pour telle ou telle activité que mon fils aime bien faire et chacun individuellement, etc., etc. Mais ça ne vous regarde pas et puis j'ai pas à me justifier. C'est mon choix, c'est ma maternité, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que ça me fait du bien aussi. Non, je ne suis pas la maman qui va jouer avec ses enfants. Je n'aime pas jouer avec mes enfants. Et ça me va très bien. Et je leur explique, je n'aime pas ça. Par contre, si on joue à des jeux que moi j'aime, là, on va jouer ensemble. Parce qu'il faut que ce soit écologique pour moi, pour que ça se passe bien avec eux. Donc, s'ils me demandent de jouer, je ne sais pas moi, à Mario, ce ne sera pas avec moi. Parce que j'aime pas les jeux vidéo, par exemple. Mais s'ils me demandent de faire un puzzle, oui, j'aime bien. S'ils me demandent de faire un Scrabble, oui, c'est écologique pour moi et on passe un bon moment, un Monopoly. Donc, il y a tellement de manières différentes d'être une mère. Il y a tellement de manières différentes aussi d'être une professionnelle dans le monde de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement de modèles possibles. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que celui que la société veut bien nous faire croire. Et la réussite, elle a 1001 définitions. Et la définition la plus importante, c'est celle qui est la tienne et qui t'appartient, en fait. Tu vois. Et donc, moi, non, je n'avais pas réussi, tu vois. À l'époque, je n'avais Et pas tu te réussi. retrouves donc du coup avec cette... Tu disais que d'abord, tu as essayé de faire ce cheminement seul.
Ouais. Parce que bah, la honte est trop présente et justement, pour faire un petit aparté, la honte est justement le sentiment par excellence qui empêche la résilience. C'est placé, c'est dit là comme ça. Donc, Mm. comment est-ce que justement, toi, tu as réussi alors à ce moment-là à acter qu'il y avait cette honte-là et à dépasser cette honte-là? Encore une fois, ça venait de l'extérieur, des agressions extérieures, en fait. Les Mhm. agressions extérieures continuaient. Les incompréhensions par rapport à mon cercle direct continuaient. Et je me sentais de moins en moins alignée, en fait, avec tout ça. Mhm. Et en devenant maman, comme la panthère, j'étais prête à tout pour protéger mes enfants. Mhm. Et donc, ces agressions-là commençaient à se ressentir par rapport à mes enfants, en fait. Et là, c'était juste pas possible. C'est comme si, jusqu'à ce moment-là, mais vraiment la maternité m'a sauvée parce que jusqu'à ce que je devienne maman, c'est comme si j'avais accepté inconsciemment de m'écraser De et subir. de Mhm. subir, en fait, tu vois, Mhm. de subir les mensonges, de subir la violence permanente. Quand j'étais petite, elle était physique et verbale. Et en grandissant, elle était plus physique parce qu'un beau jour, bah, tu prends le tuyau et tu dis, bah, écoute, maintenant, on va se battre. Hein, Ah, OK, parce mhm. que c'est terminé. Hein, je ne vais plus subir les coups sans rien dire. Mais finalement, les coups, tu sais quoi, c'est rien. Mhm. Même si tu te retrouves à l'hôpital, hein, c'est rien. Parce qu'au final, OK, il reste parfois des cicatrices, d'accord? Mais quand tu les touches, elles font plus mal. C'est juste de la chair qui a changé de couleur et qui, voilà, ça fait plus mal. Une fois que c'est fini, c'est fini. Par contre, ce qui est là et qui reste, et qui peut rester pour la vie si tu ne fais rien, c'est la violence verbale. C'est les mots qu'on te dit depuis des décennies et des décennies, des mots qui te desservent à un point et qui finalement s'installent dans ton système de croyance. Mhm. Et comment t'en défaire de ça? Waouh! Et tu vois, quand ces mots ont commencé à être proférés envers mes enfants, là, j'ai dit stop en fait. Ça J'ai s'arrêtera fait, là, quoi. j'ai fait Mhm. là, c'est stop en fait, ça va s'arrêter à moi en fait. Mhm. J'ai dit, si tu n'as pas compris que tu m'as, mais vraiment tu m'as détruite et qu'aujourd'hui je suis en train de me reconstruire péniblement et que maintenant tu veux traiter mes enfants comme ça, ah ben non, ça va pas le faire en fait. Parce que maintenant je suis maman et je vais me mettre devant toi. Du coup, il y a Et l'énergie de la panthère qui est sortie à ce moment-là, quoi. Et là, l'énergie de la panthère, elle est sortie. C'est l'instinct, quoi. Et là, ça a été vraiment, ouais, c'était l'instinct. Et ça a Mhm. été vraiment aussi la prise de conscience de me dire, waouh, mais qu'est-ce que tu as accepté pendant toutes Mhm. ces années, en pensant ne pas accepter, en pensant être forte, en pensant justement m'imposer, parce que je ne suis pas restée passive non plus. Mhm. Mais pour autant, j'avais accepté d'une manière ou d'une autre ma situation et mon sort, tu vois. Et donc, du coup, ça a été un peu, à ce moment-là, l'ultimatum, en fait. Mhm. Soit vous devenez des grands-parents et vous n'êtes que les grands-parents et vous me laissez, vous nous laissez, mon mari et moi, être les parents. Et j'attends de vous ça, 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 ça en tant que grands-parents. Si vous n'êtes pas capable, ben, vous ne nous verrez plus. Voilà, ça a été ça. Poser Et des ça, limites, quoi. Se poser des j'ai limites enfin et réussi poser à un dire non. cadre. C'est ça, Mhm. poser un cadre et savoir dire non, tu vois. Mhm. Donc, et ça, c'est tout ça sont des notions que j'enseigne aujourd'hui parce que dans mon coaching, à la fois, j'ai aussi parfois une casquette de formatrice finalement, parce que j'aime beaucoup, avant toute chose, j'aime beaucoup leur faire comprendre aussi les concepts pour qu'elles les ancrent en elles, tu vois. Je veux pas juste qu'elles passent à l'action pour passer à l'action. Pour moi, il est essentiel que chaque femme que j'accompagne comprenne et intériorise l'action pour qu'elle soit pérennisable, tu vois, Mhm. dans la durée. Parce que comme je leur Mhm. dis, je ne serai pas toujours à vos côtés. Et moi, ce que je souhaite au plus profond de mon cœur, c'est que vous soyez capables de pérenniser Mhm. l'expérience qu'on va vivre ensemble pendant ces quelques mois, tu vois. Et donc, c'est ça. Donc, ouais, le savoir dire non, le cadre, tu vois, et poser des limites, quoi. Parce que sinon, tu peux te laisser, mais complètement envahir par tout l'inverse de ce que tu veux dans ta vie, et pour toi, et pour tes enfants, et pour ton conjoint, et pour tous les gens qui comptent pour toi, en fait.
Mmh. Et voilà, et puis finalement, ça a quand même été un déclic pour mes parents parce que du coup, à la fin de mon séjour proche d'eux géographiquement, parce qu'après on est partis, Mmh. mais pour d'autres raisons, heu, ils ont été des grands-parents. Ils ont été des grands-parents et ça m'a fait chaud au cœur de voir ça, tu vois? Et là, j'ai pu entamer mon pardon également, tu vois? J'ai pu entamer mon pardon, sachant que j'avais déjà enfin entamé, pas vraiment entamé, bah, j'avais déjà commencé à entamer le pardon, aux alentours de mon bac, j'avais déjà commencé, mais c'était plus dans le sens où je trouvais des excuses. Mmh. En essayant de comprendre parce que oui, elle a eu telle enfance, c'est aussi pour ça qu'elle reproduit et cetera, c'est plus fort qu'elle. Je trouvais toutes les excuses possibles et inimaginables parce que j'en avais besoin moi-même pour tenir bon, en fait. C'était pour donner un sens, en fait. C'est que Voilà, c'était pour donner un sens qui aille et qui te permette, toi, du coup, de pouvoir, vivre avec, on va dire ça comme c'est ça. ça. Mais Mmh. en même temps, ça te fait rester un peu dans le déni aussi, tu vois? Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et le déni, beh, pour la résilience, c'est pas bon du tout, en fait. Ça marche pas, c'est pas trop Ça marche compatible en pas. vrai. C'est pas trop compatible. Voilà et une fois que j'ai accepté, en fait, la réalité, parce que moi, jusqu'à il y a pas longtemps, il était impossible pour moi de dire que j'ai été une enfant maltraitée. Mmh. C'était pas possible, en fait, parce que ce mot, mais je n'y avais jamais songé. Non, on m'a juste tapé, c'est tout, c'est normal, tu Est-ce vois? qu'il y avait pas aussi un enjeu, sous-jacent de l'ordre de, bah, la loyauté familiale aussi? Tu sais, ce côté, bah, non, en fait, un enfant doit aimer ses parents. Tu sais, c'est une sorte d'injonction, sous-jacente de, on doit les aimer, donc du coup, on doit les excuser de pas avoir été les entre guillemets «bons parents» que notre enfant, notre petit enfant blessé aurait aimé avoir, Il y quelque avait part. ça aussi. Il y avait Ouais. ça aussi et il y avait tous les messages aussi et comme je Mmh. disais, les blessures physiques cicatrisent et tu les sens plus avec le temps. Même Mmh mh. après, certes, quand tu vois la cicatrice, ça te rappelle le souvenir, mais ce n'est plus douloureux. Mmh mh. Mais les blessures, ah, beh, psychologiques finalement, hein, parce que Mmh. les mots, Émotionnel, ouais, c'est ça, c'est des voilà, blessures émotionnels émotionnelles. et les mots se transforment en mots, MAUX, tu vois? Ouais. Et puis donc les messages, c'était, hem: «Ta mère, elle est comme ça, tu la changeras pas», hem et voilà, c'était, «Tu fais avec, basta», en fait Mmh et mh. heu et qu'en plus de ça, en fait, c'est normal parce que c'est toi qui n'écoutes pas, Mmh. tu vois? Il y a cette oui, quand tu parlais tout à l'heure aussi, ça me fait penser, il y a vraiment quand tu disais des comme des messages, «subliminaux» entre Mmh, guillemets qui passent avec le fait de, ben, tu parlais l'expérience du 8/10, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Parce que, ben, de toute façon, le système éducatif fait ça aussi, c'est de valoriser, enfin, de mettre en évidence, là où tu as: «Mmh, c'est dommage pour tu as manqué de peu», hein, donc on est plus orienté sur le manque que sur le: «Regarde, tu as 8 fois fait bien, c'est ça, et il te reste plus que 2 marges de progression, donc possible de valoriser l'effort déjà fourni». voilà. Mais ça laisse aussi ce côté: «Je suis défaillant». Oui, Parce que complètement, tu parlais voilà, du système de croyances fondamentales et de l'estime de soi. Ben, à partir d'une croyance fondamentale sur l'être qui est: «Je suis défaillant», bah, on ne peut que chercher des excuses aux autres, parce que forcément le problème c'est nous. On ne peut que, se dire que, ben, oui, en fait, là, je suis une mauvaise enfin, tu disais, voilà, quand tu t'es retrouvée dans cette crise identitaire en tant que maman, c'était, tu avais le sentiment que tu faisais tout mal. c'est ça, Et ça part de cette enfin, ça reste dans la continuité de cette croyance complètement. fondamentale ou croyance racine de, bah, je suis défaillante, il y a un Je truc suis à réparer, défaillante quoi. et donc je ne suis pas assez. Et je ne suis pas Je ne assez, oui. suis jamais assez, en fait. C'est Mmh. jamais assez bien. Mmh. Le fameux «peut mieux faire» que j'ai eu sur mes cahiers Ouais. ou le «peut mieux faire» que mes parents m'ont toujours asséné. «Ah mais tu aurais pu faire mieux». C'est Mmh. jamais assez et donc tu grandis dans ça. Tu Mmh. grandis dans le jamais assez et la société pareil, te le renvoie. Mmh. C'est jamais assez bien. Au boulot, on te le renvoie. En entreprise, très peu ont intégré, du management,
entre guillemets, positive, c'est-à-dire qui encourage l'effort et qui se concentre sur La déjà ce qu'on progression. a et la Mhm. progression Mhm. des salariés et des équipes et des collaborateurs, quoi, hein. En général, quand tu vas arriver à ton entretien annuel, la première chose qu'on va leur apprendre à faire aux managers, hein, c'est de pointer du doigt tout ce qui n'a pas été bien fait pour justifier le fait qu'on ne te donne pas une augmentation. Mhm. Tu vois? Ouais. Génial, ouh, super pour l'état d'esprit au boulot, c'est génial, tu as envie d'y aller le matin après. Donc, jamais assez les cultiver dans nos sociétés, d'où qu'on vienne en Mhm. fait, hein, Mhm. C'est les- ça, dans peu les, importe les les quatre coins du origines, les classes monde, sociales, peu ouais, importe, c'est ça, c'est peu importe. international. C'est C'est universel. international, interculturel, universel, exactement. Et donc, quand tu Mhm. grandis dans la culture du jamais assez, que tu Mhm. as ce message-là de partout, effectivement, ben, tu te dis, ben, tout est de ta faute et comment tu veux avoir une bonne estime de toi? C'est pas possible. Mhm. C'est pas possible du tout. Donc voilà, donc du coup, il y a eu ce moment où j'ai posé mes limites et j'ai dit stop, qui a été salvateur aussi. Et ce moment aussi où j'ai finalement commencé vraiment à travailler sur le pardon. Mhm. Et finalement, ça m'a pris quand même, ça fait à peine 6 7 ans. On est en 2022. C'était en Oui. 2016. C'est en 2016 que j'ai vraiment pardonné à ma mère, par exemple, tu vois. Donc, ça a Mhm. pris du temps. Ça a pris du temps. C'est un chemin, c'est long. Et puis, comme il y avait des interrogations que j'avais encore, parce que au-delà de cette violence dont je te parle, dans laquelle on a baigné, hein, parce que je viens d'une famille nombreuse, on est 7 frères et sœurs, Mhm. et sans compter que ma mère a éduqué aussi ses frères et sœurs, donc on était nombreux. Donc, c'est marrant parce que quand je dis ça, ça me fait penser, tu es très entouré, mais tu te sens tellement seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu très entourée physiquement et je me suis sentie très seule, très, très seule face au quotidien qu'on avait, en fait. Et la parole, et comme on a grandi au sein de beaucoup de tabous, en fait, Mhm. et quand tu découvres un tabou suprême pour toi, pour ta construction identitaire, tu comprends pourquoi tu en es là. Et tu te dis, ouais, parce qu'en fait, moi, je découvre à l'âge de 14 ans que mon père n'est pas mon père biologique, en fait, tu vois. Mhm. Et quand ces mêmes personnes-là t'ont maltraité parce que tu mentais quand tu étais petite, parce que Mhm. moi, pour ne pas me choper un coup, mon cahier rouge, parfois je le cachais le week-end, je le faisais pas signer parce que si j'avais pas 10 partout, ouh là là! Donc du coup, parfois je le cachais et quand je cachais mon cahier, par exemple, je me prenais une raclée. Donc et on m'a éduquée en me disant: «Tu ne mentiras point. Le mensonge, c'est pas bon». Ce qui est tout à fait une belle valeur, une belle leçon pour éduquer un enfant. Je valide. Mais quand tu découvres à 14 ans que ces mêmes personnes ont proféré le plus gros mensonge de la terre en ce qui te concerne, Mhm. ton monde s'écroule, Mhm. tu vois? Donc Ouais, du le cadre de coup, référence, du coup, a été ébranlé, effectivement, parce que du coup, c'est attends, la vérité absolue entre nous, mais en fait, unilatérale. voilà! C'est Donc tu Mhm. vois, le sac à dos, il était bien lourd. Et Mhm. en plus, ces personnes-là, tu les confrontes, hein, parce que tu découvres ça, mais de la manière la plus violente possible, hein, par hasard, Mhm. vraiment. C'est pas eux qui te le disent. J'ai mis 1 an à confronter ma mère, hein, parce que j'avais trop peur d'elle à l'époque. Mhm. Et j'ai fini par y arriver. Elle m'a raconté son histoire et j'ai eu beaucoup de compassion pour elle, Mhm. énormément. Par contre, j'avais envie qu'elle me dise qui était mon père. Et figure-toi que je n'ai eu la réponse à cette question que l'année dernière. OK. Mhm. Et encore, c'est une réponse partielle. J'ai un nom, Mhm. mais avec un nom, tu cherches une aiguille dans une meule de foin, sachant que c'est quelqu'un qu'elle a perdu de vue depuis presque 40 ans, en fait. Mhm. Tu vois. Mhm. Donc, donc mon chemin n'est pas totalement terminé pour cet aspect-là. C'est pour ça que je disais au début de l'épisode, de l'interview, que j'ai plusieurs chemins de Ouais. résilience. Il y a plusieurs chemins. Celui-là n'est pas tout à fait terminé, mais c'est en cours. C'est en Mhm. cours. Mais du coup, je me suis construite avec cette vérité-là, finalement. Donc, je suis très contente de l'avoir découvert parce que ça m'a permis de vraiment comprendre qui j'étais, de comprendre aussi ma différence, en fait.
et de comprendre pourquoi je n'étais pas toujours comprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si je n'avais pas plus d'infos que ça, rien que le fait de savoir que j'avais un père quelque part, ça m'a aidée. Ça m'a aidée dans mon chemin. Ça m'a aidée aussi dans le pardon pour ma mère. Et ça m'a aidée aussi à la voir telle qu'elle est vraiment, à ne plus trouver d'excuses, en fait. Tu vois? Vraiment. Et quand tu acceptes, quand tu es dans l'acceptation de ce qui t'est arrivé, quand tu es dans l'acceptation de l'autre de manière inconditionnelle, là, tu es sur ton chemin de résilience, en fait. Tu es dans ta vérité, en fait. Tu vois? Et, et du coup, après, c'est un chemin qui est long, qui est sinueux. Et moi, j'ai choisi de ne pas le faire toute seule. Donc, comme je disais, j'ai commencé toute seule. Et à un moment, tu arrives à un plafond de verre, en fait. Ouais, ok. Et là, pour dépasser ce plafond de verre, il est essentiel de se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc, il faut savoir identifier, s'écouter, identifier ses besoins, tu vois, et vraiment s'entourer par les bonnes personnes parce que c'est aussi un moment où on vit une certaine vulnérabilité, tu vois. Donc, c'est essentiel d'être bien entouré, et bien accompagné. Et donc, voilà, donc, j'ai commencé mon chemin toute seule, comme une grande. Et ensuite, je me suis fait accompagner d'abord par une psychothérapeute et ensuite par du coaching. Parce que de là, j'ai commencé à débloquer plein de blessures de mon passé, en fait. Et à les mettre en conscience et à en prendre conscience. Du coup, à prendre conscience de mes fonctionnements, à prendre conscience de ce qui me freinait dans mon avancée, ce qui me freinait dans mon alignement. Tu vois, Sandra? Et, et de là, en prenant conscience, je me suis libérée émotionnellement aussi. T'imagines, je me suis donné le droit de pleurer, un droit que je ne m'octroyais pas. Ah bah avec un soi fort, soi parfait. Voilà, t'as tout compris, C'est du péché là. difficile. On va dire Et ça. la vulnérabilité, justement, est quelque chose d'assez, voilà, avec ces messages contraignants-là. Et quand tu parlais de plafond de verre, à quel moment, justement, dans ton histoire, dans ton parcours, tu te rends compte que tu heurtes ce plafond de verre et que c'est un problème? Parce que, je veux dire, tu es tellement dans ce soit fort, soit parfait que tu pourrais te contenter de ça. En fait, te dire, OK, j'arrive pas à aller plus loin, mais non, c'est trop la loose d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et qu'est-ce qui fait que tu vas voir du coup quand même cette ressource extérieure, donc dans ton cas, psychothérapeute. Et j'aimerais bien aussi voir du coup par rapport, comme tu disais, à la vulnérabilité, identifier ses besoins et les bonnes personnes pour se faire accompagner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que par rapport à bonnes personnes, qu'est-ce que tu veux dire par le fait voilà, d'être dans un endroit de vulnérabilité? Qu'est-ce que tu veux dire par j'étais sur un plafond de verre et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille chercher des ressources à l'extérieur? C'est 3 OK. questions en une. Ouais. Sorry! Non, je t'en prie, c'est super. Tu es très productive en question, c'est parfait. Alors, on va commencer par le plafond de verre. D'accord. Le plafond de verre, clairement, ça a été quand un jour, une grosse boule de feu, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, une grosse boule de feu s'est emparée de moi en partant du bas-ventre et en remontant jusqu'à sortir par ma bouche. Une boule de feu que j'ai nommée violence. Donc, la violence vécue s'était installée en moi et était en train de m'envahir, en fait, par rapport à mes enfants. Et quand je me suis vue, j'ai dit « Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas Ça. être ma mère. Pitié, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Comment reproduire une telle ignominie pour moi parce que ça m'a tellement détruite, quoi. Non, je vais pas détruire mes enfants, mais ça va pas, non. Et c'est là où Le plafond de verre. je me suis rendu compte que j'avais atteint un plafond de verre, que j'arrivais pas toute seule et que j'arriverais pas toute seule parce que c'était plus fort que moi, Sandra. C'est ça, ouais. Le fameux plus C'était fort que moi, ouais. imbibé en moi, en fait. Je voulais pas ça.
mais ça se produisait. Donc, le jour où j'ai tapé mon fils de 2 ans et demi, j'ai dit non, ce sera la première et dernière fois en fait. Je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas cette violence dans ma vie. Et là, je me suis dit non, il faut chercher, il faut passer à un niveau supérieur en fait. C'est important de régler ça maintenant. Oui, Tu vois. c'est devenu urgent C'est de devenu trouver une urgent. solution là Ouais. maintenant parce que tu voyais à quel point ça pouvait impacter dans ta réalité présente. On parlait tout à l'heure du Du présent. présent, tout à Et que fait. c'était un bagage du passé, quoi. Et qui C'est pouvait, ça, du coup, déterminer le futur et qu'il était important là au présent d'agir, du coup. complètement. Donc, première chose Mhm. que j'ai faite, j'ai d'abord dit à mon mari, écoute, c'est toi qui donneras les fessées, dorénavant, s'il y en a à donner. Moi, non. Parce Délégué, que, quoi. voilà, j'ai délégué. Voilà, très important, l'art de déléguer, d'ailleurs. J'apprends à faire ça aussi à mes mamans actives. Donc, je lui ai délégué ça parce que j'avais totalement conscience que j'étais incapable de gérer cette violence, en fait. Mhm. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que le travail fait toute seule m'avait déjà permis d'accepter ma réalité, même si elle n'était pas glorieuse. Ok. M'avait permis de me regarder en face, en fait. J'étais pas du tout dans le déni, tu vois, par contre, sur Mhm. qui j'étais et sur ce dont j'étais capable. Et donc, du coup, Mhm. j'avais commencé déjà à déconstruire le fameux « sois parfaite Mhm. », tu vois, et le fameux « sois forte » aussi. J'avais Mhm. déjà commencé à le déconstruire en acceptant, finalement, mes défaillances, C'est ça. Mhm. tu vois. Donc, et ça, c'est essentiel aussi. Quand on vit des traumas, quand on vit, euh, quand on vit des choses comme ça qui sont quand même assez lourdes à gérer pour un enfant, dans l'enfance, je veux dire, Mhm. et même dans l'âge adulte, hein, ça peut être très compliqué. Et c'est super important, la phase d'acceptation. C'est une phase essentielle, en fait. Elle est difficile, hein, franchement. Hein. Ça. Inconfortable, mais comme tu Ouais, disais, à partir du déni, on ne peut pas construire la on peut pas, résilience. on peut Mhm. pas. C'est pas possible, en fait. Avec Mhm. le déni, bah, tu tournes en rond. C'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Mhm. Tu vois. Et ouais, cette phase d'acceptation m'a permis justement de briser ce plafond de verre et d'aller chercher. Donc, du coup, je vais répondre à ta deuxième question. Qu'est-ce que j'entends par Les bonnes personnes. les bonnes personnes? Les bonnes personnes, c'est celles qui te font écho. C'est celles qui, en même temps, te confrontent, en fait, aussi. C'est celles qui te permettent d'avoir des prises de conscience. Mais c'est aussi celles avec lesquelles tu sens une énergie, en fait, une bonne énergie, une énergie qui te porte, tu vois. Mhm. C'est ça, les bonnes personnes. Je donne un exemple. Quand j'ai cherché un professionnel de l'accompagnement type psy, ben, j'en ai fait plusieurs. Mhm. Déjà, je me suis renseignée auprès de personnes que je connaissais qui étaient déjà dans ce parcours. Mhm. C'est-à-dire aller demander conseil à des personnes qui sont déjà passées par là où tu as envie d'aller. Ça, c'est la première chose pour trouver les bonnes personnes. Ces personnes-là pourront t'aiguiller et déjà, tu réduis le risque d'aller vers des solutions qui peut-être ne te correspondraient pas ou qui ne seraient pas adaptées à ton besoin, si tu veux. Mhm. Ensuite, avec ces conseils-là que j'ai pu récupérer, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai testé. C'est ça. J'ai Mhm. pris une première séance. Tu testes, en fait. Et je me suis écoutée. Très important. Ne pas entrer dans un cheminement comme ça en oubliant de s'écouter. Et notamment cette petite fille. Cette petite fille-là, elle me disait, ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'aimes. Mhm. J'ai besoin d'amour, en fait. Et donc, quand je suis allée chercher un psy, je suis arrivée à la séance. Bon, moi, je suis là pour m'aimer. Apprenez-moi à m'aimer, accompagnez-moi. J'ai besoin de m'aimer parce que j'en peux plus de ne pas m'aimer. Donc, du coup, quand tu arrives comme ça et que tu sais déjà ce que tu veux travailler, que tu sais ce que tu veux, ben, en face, il y a quelque chose qui va se passer et tu vas ressentir, il y a une énergie qui va se passer et tu vas savoir si c'est pour toi. Donc, moi, j'ai fait un psy qui ne m'a pas convenu et Mhm. avant de trouver la bonne. Et j'ai trouvé la bonne grâce à quoi? Grâce au fait aussi que j'ai identifié que tous mes mots MAUX avaient pris leurs racines dans mon enfance. Donc, j'avais besoin de quelqu'un
qui maîtrise l'enfance et l'adolescence. Donc, j'ai pris une psychothérapeute spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, mais qui suivait aussi des adultes. Mhm. Et ben bingo, c'était la bonne. Hein. C'était la bonne et grâce à cette psychothérapie, j'ai vraiment pu enfin m'aligner à qui je suis et à retrouver enfin un des piliers de l'estime de soi, qui est l'amour de soi. Mm. Vraiment. Et aujourd'hui, quand je travaille ces piliers-là avec mes coachés, clairement, je sais de quoi je parle. Je Mhm. sais de quoi je parle parce que je les ai tous travaillés. Parce qu'en complément, du coup, de la psychothérapie, la psychothérapie m'ayant ouvert encore plus mes chakras, comme j'aime dire, ça m'a amené à continuer à développer cette fameuse curiosité. Donc, j'ai Mhm. approfondi mon développement personnel, j'ai commencé à me former et notamment, je me suis formée en psychologie positive et puis je me suis formée à l'école des femmes inspirantes avec Ida notamment. J'ai Mhm. fait ma formation de coach, j'ai fait plein de trucs en fait qui étaient tous alignés avec la femme que j'étais et la petite fille que j'ai toujours été. Mhm. Et, en fait, alignés comment? Alignés dans la curiosité et Mhm. alignés dans la transmission. Mhm. Et j'ai toujours eu ce désir de contribution, j'ai toujours eu ce désir, j'ai toujours dit, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ma carrière dans la diplomatie. Parce Mhm. que je voulais travailler aux Nations Unies, je voulais développer le Gabon. J'avais, waouh! Bon, jusqu'au jour où j'intègre la fonction publique internationale aux affaires étrangères et que je me rende compte que c'était beaucoup trop corrompu pour moi. Mais bon, voilà. Euh, c'était ce qui sous-tendait mon action et qui a C'est toujours ça. sous-tendu mon action, c'est la Ton sort, contribution. c'est Tu vois? ton genre de comment moi, j'aime bien parler de fil d'Ariane. On a tous Oui. tu sais on n'a pas tous, mais en tout cas certains types de profils peuvent se juger, se condamner parce que envie de plein de choses, comme tu disais, et partout, et puis on nous dit que non, on peut pas, il faut choisir, et choisir c'est renoncer. Donc oh là là, ça devient compliqué. Et puis à un moment donné de voir que ben à certains endroits, le chemin qu'on croyait qui était chaotique, qui n'avait aucun sens, je disais, ouais, ben, j'ai fait de ça, puis j'ai fait ça, puis en fait, j'ai changé, donc du coup, je suis inconstante, je suis pas capable d'être passionnée par quelque chose pendant très longtemps, faut que je change trop souvent, etc. De voir en fait que toutes ces formes-là ne sont que la partie supérieure de l'iceberg et non pas la profondeur, la partie immergée où on est vraiment dans ah mais le fil d'Ariane est le fond de tout ça, la structure fondamentale de tout ça, c'était ben, dans ton cas, là tu disais voilà le côté contribution, transmission, euh, voilà, et même relationnel au final, parce que c'est Mm. comment faire en sorte d'avoir des relations harmonieuses, dans la communication harmonieuse, et aussi dans tout est possible, je veux tout, et c'est possible d'avoir une harmonie quand on veut tout aussi. Donc il y a comme un, tu sais, bon, fil conducteur, comme on dit, mais moi j'aime bien Mm. parler du fil d'Ariane parce que mythologie Oui, et tout ça. ouais, ouais. J'aime beaucoup Mais, l'idée du fil d'Ariane, clairement. et de se dire, ben voilà, en fait, toi finalement, ce qui t'a porté donc, depuis le début, il y avait cette curiosité qui est ce fameux vilain défaut qui en fait est à la fois, comme on dit, le défaut de nos qualités, c'est bien d'aller les voir, et les qualités de nos défauts, hein, n'est-ce pas? Yes. Donc du coup, je pense qu'on est raccord là-dessus aussi, c'est de se dire, bah oui, en fait, tout ce qu'on a pu croire à un moment qui était défaillant, tu parlais de super pouvoir à un moment donné aussi, la Mm. curiosité est mon super pouvoir. Et voilà, c'est parce que tu as été profondément entouré, mais tellement seul aussi, que tu es dans cet élan de transmission, de contribution. Comme souvent, on parle des valeurs, des besoins, des limites, qui sont Mm. un peu les fondamentaux, hein, Complètement. quand on veut avancer sur son chemin d'évolution personnelle.
Et là, dans ton parcours, ce que je vois, c'est ça. C'est à un moment donné, se poser la question des valeurs. Quelles valeurs je veux vraiment transmettre à mes enfants? Il y a ce questionnement-là que tu t'es posé. Mmh. Quelles sont les valeurs que je ne veux plus, veux pas transmettre à mes enfants aussi, de faire le tri là-dessus. Les besoins, ben, ok, quels sont mes besoins à cet instant? Ben, de me sentir entourée, entendue, vue, comprise, etc. Avec un besoin identifié clairement quand tu vas retrouver cette psychothérapeute en disant voilà, moi mon besoin c'est d'apprendre à m'aimer. Voilà, C'est ça, on va pas faire tout un, tu sais, voilà, non, non, moi c'est ça que je veux. Donc, clairement. on va pas voilà, digresser pendant 20 ans, c'est ça, C'est ça, apprends-moi à m'aimer, voilà. voilà. Et puis, voilà, les besoins, les limites aussi, tu parlais aussi de poser le cadre, les limites, surtout avec les enfants, on sait bien que à Oui, quel point, en fait, c'est sécurisant. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, le besoin de sécurité d'un enfant, surtout dans la théorie de l'attachement aussi, où il y a de ça, de cette notion de, OK, offrir un cadre qui soit suffisamment sécuritaire pour que l'enfant puisse se développer de manière harmonieuse. Et là, toi aussi, en fait, à chaque moment de vie, c'est aller chercher des espaces sécurisants pour toi. Tu c'est ne les ça. avais pas là dans ta réalité, dans ton entourage proche. Du coup, tu vas les chercher sur un forum, tu vas les chercher dans un cabinet de psychothérapie, tu vas les chercher dans Dans tes des coachings, bouquins. dans des bouquins, enfin, des Mmh, espaces finalement que tu t'es créés pour nourrir ces besoins-là. Donc, il y a vraiment cette complètement. notion de besoin, de limite, et de poser les cadres aussi, tu disais, Ouais. enfin, les limites avec savoir dire non, Mmh, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. À voilà. quel moment, bah non, je vais pas jouer, j'aime pas jouer. Donc, Non, c'est voilà, c'est non. Mais par contre, j'aime passer des moments privilégiés avec toi. Donc, OK, avec le cadre qui est c'est donné, ça, qui est le jeu de société, etc. Euh, c'est ça. et détaché, du coup, pas 100% engagé dans la relation avec tes enfants, mais Oui, 100% détaché par rapport à l'extérieur qui pourrait dire, mais c'est quoi cette maman qui va pas chercher ses enfants à l'école, qui je sais pas quoi, comme tu disais, qui sont voilà, qui est pas la maman qu'on a l'habitude de voir partout et qui du coup semble défaillante au c'est regard de la ça, société. c'est ça. Eh bien, ça les regarde. Ouais, c'est ça, exactement. Ça les Donc, regarde. Moi, les seules personnes dont l'opinion m'intéresse par rapport à mon rôle de maman, ce sont mes enfants. ouais, voilà. Et le baromètre pour savoir si je suis assez bonne pour eux, eh ben, c'est eux, en fait. C'est comment ils vont, c'est comment on Mhm. échange, c'est les câlins qu'on se fait, c'est comment ils me regardent. Voilà. Et il y a l'opinion des autres, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je ne suis pas leur maman. Donc, que je sois bonne ou pas, ben, ça n'a pas d'importance. Mhm. Tu vois? Ouais. Et dans ce que tu nous partageais justement de tous, bah voilà, il y a vraiment la partie où tu as développé une conscience de tout ce qui t'habitait, je vais dire comme ça, à partir du moment où tu deviens maman, où il y a cette crise de la Mm. matrescence, la fameuse maternité qui t'a Ouais, révélée, mais qui en même temps est douloureuse et dont il est difficile de parler quand on est dans cette dynamique-là, parce que tout le monde dit qu'avoir un enfant, c'est merveilleux. Donc, c'est fantastique. c'est fantastique, c'est que du bonheur. De Hein. quoi tu te plains? Voilà, c'est que du bonheur. De quoi tu te plains? Et donc, du coup, il y a cette crise identitaire-là, le cheminement que tu as fait avec un cheminement sur l'amour de soi, et enfin l'estime de soi au global, et j'aime beaucoup justement que tu aies précisé que Mm, l'estime de soi, c'est un grand chapiteau où on reprend l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, qui sont trois choses différentes et qu'on a tendance à faire un petit amalgame. Donc, tout à fait. j'ai bien aimé que tu amènes ça aussi pour les auditeurs. Mhm. Et justement, après, tu as amené cette notion de, voilà, de pardon, on peut aller jusqu'à un certain endroit seul, bien sûr. Il y a des Oui. ressources, enfin, à notre époque, en tout cas, des ressources, il y en a. Voilà, tu as Oui. dit, et même il y a X années, quand tu Oui, es sur Messenger, tu arrives c'est à ça, trouver il y des en avait. ressources. Et puis, il y a les livres, il y en a depuis Voilà, c'est ça, depuis X la nuit des années. temps. Depuis Oui, la nuit des temps. ouais. Et là, tu arrives à ce moment où ben, tu vois le déclencheur ultime pour te faire accompagner, qui est ta Mm, réaction où tu dis non, là, ça va s'arrêter avec moi, ce truc-là, cette ouais. violence-là. Et donc, tu passes le cap de te faire accompagner, tu arrives à trouver les bonnes personnes pour toi, avec ce que tu nous as défini
comme ta stratégie à toi de réussite pour Voilà. sélectionner, on va dire, qui est de dire, bah, voilà, je vais déjà me renseigner auprès de personnes qui ont déjà fait le chemin, Ouais. que moi j'ai envie de faire, puis tester, voilà, il y a rien de tel que tester et puis tester en étant au clair avec ses besoins parce que comme tu disais déjà à Exactement. la Bien base, c'est définir pas son besoin. C'est ça. exactement, tu Ouais. arrives déjà avec cette demande de apprenez-moi à l'amour de soi. Et à Ouais. partir de là, tu sens, tu ressens, tu dis, tu t'écoutes Mm. pour voir si il y a cette alliance thérapeutique qui peut se mettre en place finalement avec la personne que tu as choisie ou qui a été mise sur ton chemin, selon les Ouais. perceptions des uns et des autres. Mhm. Au vu de tout ça, j'aurais bien envie de te proposer de, comme on en discutait tout à l'heure, cette notion de, il y a pas mal de choses qui ont été évoquées, mais quels seraient les grands apprentissages de sagesse que tu aurais envie de, justement, de transmettre pour respecter ces valeurs communes que nous avons toutes les deux de transmission et de partage? Quels seraient les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de tirer de ton histoire, de ton vécu, pas d'un bouquin, Mm. etc. On a bien compris. Mm. Ici, on parle vraiment de, voilà, de ce qui t'habite, de ce qui t'anime, de ce qui te compose, Mm. toutes les facettes de tes personnalités. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme pépite, j'ai envie de dire, à nos auditeurs? Alors, des grandes leçons que moi j'ai tirées de mon parcours, c'est qu'il est super important, première chose, en tout cas selon moi, hein, Oui, bien sûr. selon ce que moi j'ai vécu, je trouve que la première chose, il est important d'identifier le problème, en fait. Et l'identification, que ce soit du problème ou de l'objectif, parce que souvent on parle du problème, on parle des objectifs, mais on ne prend pas le temps de les identifier vraiment, tu vois. Mm. Et Mhm. si tu n'identifies pas vraiment quel est le problème qui peut t'empêcher d'être tout simplement toi, il sera très compliqué de le solutionner, en fait. Donc déjà, identifier le problème, prendre le temps de faire cette identification-là, en étant super honnête envers soi-même, en fait. Et moi, je parle d'honnêteté radicale. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce que ça ne marche pas autrement. Mhm. Vraiment, ça ne marche pas autrement. C'est la première étape, être honnête envers soi-même et pour vraiment identifier ses besoins, identifier ce qui nous freine et, et avoir le courage, et comme tu le disais, dans le sens agir avec cœur, pour soi-même, en fait, Mhm. d'aller se confronter à ça, d'aller le regarder de plus près, Mhm. de, et de ne pas avoir peur, en fait, parce que il y a que du bon qui peut sortir de ça, de cette démarche-là, clairement. Il y a que du bon. Parce que si la vie que vous menez là maintenant ne vous ressemble pas, ne vous convient pas, que vous sentez qu'il y a un truc qui colle pas, Mhm. c'est important d'aller chercher quoi? Ce que c'est. Parce que sinon, on passe à côté de sa vie et on n'en a qu'une, en fait. En vrai. Mhm. En vrai, on n'en a qu'une. Et c'est quand même dommage de passer à côté de sa vie à cause de peur. Et une peur, c'est souvent irrationnel, en fait. Mhm. C'est notre cerveau qui veut nous protéger. C'est son rôle. Heureusement qu'il est là, parce que s'il n'était pas là, si on n'avait pas cette partie reptilienne du cerveau, on traverserait la rue sans se préoccuper qu'il y a des voitures qui passent. Ce serait un Mhm. peu dommage. Et on Mais serait pas là pour parler et d'ailleurs, on ne serait puisque pas là pour ça, parler la et échanger survie. avec vous tous. Mais à un moment donné, il faut sortir du reptilien quand c'est pour sa propre Mhm. réalisation à soi, Mhm. sa propre harmonie de vie à soi, son alignement, en fait, à Mhm. soi-même. Et qu'importe, j'ai envie de dire, franchement, qu'importe l'étendue des souffrances qui sont les vôtres, il y a toujours une manière de faire différemment. Il y a toujours une manière de les vivre différemment. Donc, il y a ça. Et il y a une autre clé que moi, j'ai comprise. C'est, tu vois, là, je porte mes lunettes parce que je porte des lunettes pour regarder les écrans. Ben, c'est de changer de lunettes. Mhm. Franchement, c'est super important de comprendre que nous sommes tous que croyances, en fait. Mais maintenant, faire le tri dans vos croyances. Quelles Mhm. sont celles qui vous appartiennent et quelles sont celles qui ne vous appartiennent pas? Quelles sont celles qui sont limitantes et quelles sont celles qui sont ressources? Ça, c'est super important parce que ça permet de changer de lunettes, c'est-à-dire ça permet de changer de perspective. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, moi, le fait d'avoir été un enfant battu, je le vois comme une grâce Mhm.
Parce que si je n'avais pas été une enfant battue, je ne serais pas Milady. Et le fait de ne pas connaître jusqu'à aujourd'hui mon père biologique, c'est pareil. Parce que cette quête-là fait partie de mon ADN. Ça, c'est marrant que je parle de l'ADN d'ailleurs, en parlant de père biologique. Waouh, trop cool. On est bien dans la linguistique, oui. C'est ça, de la bonne linguistique. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, je ne serais pas cette femme avide de savoir, je ne serais pas cette femme avide de transmission, je ne serais pas cette femme qui a pu se débarrasser en fait de cette violence qu'elle transportait dans son sac. Je ne serais pas cette femme qui aujourd'hui aide d'autres femmes. Parce que moi, je suis convaincue que ce qu'on traverse dans la vie, on ne le traverse pas pour rien. Et je suis quelqu'un, j'ai la foi avec un grand F. Et la foi, pour moi, n'a rien de religieux, d'accord? Peu importe, hein, si vous croyez en Dieu, pas en Dieu, peu importe. Si vous êtes dans telle ou telle religion, peu importe. La foi, c'est d'abord tout simplement de croire. Ça peut être croire en vous, ça peut être croire en un être supérieur, ça peut être croire en quoi que en vos enfants, c'est croire. C'est-à-dire croire en l'invisible, croire en ce qui ne s'est pas encore réalisé, mais croire que c'est possible en fait, tu vois. Et ça, c'est puissant. Franchement, c'est puissant. Et je dis souvent aux mamans que j'accompagne, punaise, vous avez bien cru au Père Noël pendant peut-être 8 ans de votre vie. Vous pouvez prendre 5 minutes pour croire en vous, quoi. Tu vois? Et c'est ça. Et ça, croire, c'est... franchement, ça aide énormément aussi dans le... Croire que c'est possible, avoir la foi, c'est aussi... c'est puissant aussi dans le chemin de résilience. Et moi, je suis convaincue qu'on n'est pas là pour rien sur cette terre. Et tout ce qu'on peut vivre ne nous arrive pas pour rien non plus. Je ne crois absolument pas au hasard. Et je suis convaincue aussi que les épreuves qu'on traverse nous ont été envoyées ou ont été mises sur notre chemin, comme tu disais tout à l'heure, parce que nous sommes capables de les surmonter en fait. Parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour les magnifier, tu vois. Et c'est ce que moi, j'ai choisi de faire avec mon histoire que je vous ai partagée aujourd'hui. J'ai choisi ça pour moi. J'ai choisi de vivre pleinement cette histoire et d'aimer cette histoire. Et d'aimer cette petite fille qui a vécu cette histoire. Et bon Dieu, qu'est-ce que je m'aime aujourd'hui. Je me kiffe sans prétention aucune. Je me kiffe. Et c'est un beau cadeau à se faire finalement, en fait. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Ouais. De partir sur ce chemin-là, qui n'est pas, comme tu disais, c'est un chemin qui était vital. Tu as dit plusieurs fois le mot vital à un moment donné dans ton histoire. C'était devenu vital pour toi. Et déjà d'avoir cette conscience-là, tu vois que ça devient genre non négociable. Il n'y a plus d'autre option en fait que celle d'aller traverser l'inconfort de revivre certaines blessures du passé, de changer de paire de lunettes, de garder cette foi, de croire à quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on sent possible au fond de nous, finalement. Et d'être dans cette honnêteté radicale dont tu parlais aussi, de pouvoir identifier, ben oui, au fond, c'est quoi la cause profonde, pas la première réponse qui nous vient comme ça. Et même par rapport à ça, l'honnêteté radicale, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a aussi une limite par rapport à ça, parce que c'est difficile de voir nous-mêmes où ça coince parfois, parce qu'on est tellement dans notre prisme, dans notre façon de voir le monde, que c'est limitant dans un sens, de pouvoir vraiment identifier exactement c'est où que ça se situe, on va dire ça comme ça. D'où l'importance, comme tu disais, à ce moment-là, le plafond de verre, il est là. C'est qu'on n'est plus en mesure de pouvoir voir c'est ce que j'allais te dire. Ouais. On est dans l'eau, on est dans notre a la tête dans le guidon, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment honnêteté radicale. Et puis, et si on sent qu'on n'arrive pas à identifier, c'est quoi le frein, c'est quoi le blocage, c'est quoi le besoin sous-jacent, la problématique, la vraie problématique, d'aller déposer ça
De faire Enfin, accompagner. de se faire accompagner pour pouvoir aller un peu plus Ça fait loin. gagner un temps fou. Et honnêtement, je le recommanderais jamais assez, en fait. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, en fait. Aucune, au contraire. Ouais. C'est vraiment un acte d'amour pour vous-même Mhm. d'aller demander de l'aide. Et l'accompagnement, selon celui qui vous parle le plus, hein, mais Ouais. c'est quelque chose qui vous fait gagner un temps fou, qui vous permet aussi, en fait, d'aller encore plus loin, en fait, Mhm. d'aller encore plus loin. Et honnêtement, franchement, moi, aujourd'hui, je suis coachée en permanence, hein, selon X ou Y projet que j'ai. Mhm. Parce que ça me fait gagner un temps fou, ça me fait gagner en efficacité, ça me fait gagner en productivité, ça me fait gagner en créativité. Mhm. Je réalise des choses que je ne pourrais pas réaliser si je n'étais pas accompagnée. Je ne pourrais pas les Mhm. réaliser dans ce timing-là, j'ai envie de dire, tu vois. Mhm. Et de cette manière-là aussi, parce que grâce au coaching, ça me permet aussi d'aller au-delà de ce que tu vois, au bout de mon nez, là, comme on dit, de voir plus loin que le bout de mon nez aussi, tu Mhm. vois, Mhm. et d'aller Mhm. et de me révéler à moi-même chaque jour, en fait. Parce que moi, je suis convaincue que rien n'est figé, tout est mouvement. Mhm. Donc, on est mouvement perpétuel. Mhm. Milady qui te parle aujourd'hui, Sandra ne sera pas la même Milady au mois de janvier, C'est évident. tu vois. Donc, quand on prend conscience de ça, que on peut être celle qu'on souhaite être, Mhm. en passant à l'action, en se faisant accompagner sur les sujets qui nous plaisent, sur ce qu'on veut mettre en place, sur les projets qu'on veut mettre en place. Mais franchement, ça rejoint la philosophie avec mon prof en première. Le champ des possibles, il est illimité, tu Mhm. vois. Mhm. Et moi, c'est cette vie-là que j'aime. C'est cette vie-là qui me fait du bien. C'est dans cette vie-là que je me sens à ma place. À une époque, je ne comprenais pas comment c'était possible de faire autant de choses en même temps. Et justement, ça m'a interpellée quand tu as dit tout à l'heure que la société peut te renvoyer l'image de quelqu'un d'instable. Quand tu vois mon CV, j'ai eu 5 carrières, tu vois, en 20 ans. Donc, et c'est pas fini. Je prépare ma prochaine carrière. Mais aujourd'hui, je suis contente et j'en suis fière et je sais aujourd'hui que c'est une richesse Mhm. incroyable, tu vois. Alors qu'à l'époque, quand à chaque fois je changeais, ben, je me disais, bah, franchement, tu n'as toujours pas trouvé ce que tu veux faire, il serait peut-être temps que tu te stabilises, et nanana, parce que c'est ça qu'on m'avait mis dans la tête. Ben non, Mhm. en fait. Ben, je peux être juriste, j'ai pu être diplomate, ben là, après j'ai pu être juriste, après j'ai pu être assistante, comment on appelle ça, de vie là, pour les personnes âgées, puis j'ai pu faire Mhm. ceci, j'ai pu être agent immobilier indépendant, j'ai pu... Et ben aujourd'hui, ben, je suis podcasteuse, je suis coach, et demain, je ne sais pas ce que je serai. Mhm. Et toutes ces expériences-là, ont enrichi ma palette de couleurs, en Mhm. fait. Mhm. Je me vois comme un vrai arc-en-ciel, Mhm. tu vois. Et, euh, et j'aime ça, j'aime ça. Et quand je vois ce que ça m'apporte, tout ce que j'ai pu à la fois traverser et ce que j'ai pu vivre aussi, les belles expériences que j'ai pu vivre, quand je vois comment aujourd'hui ça nourrit mes coachings, comment ça nourrit mes partages, Mhm. quels qu'ils soient, hein, même dans la vie courante, comment ça nourrit mes échanges interpersonnels, je me dis, ouais, ma vie mérite d'être vécue. Et oui, j'aime ma vie, en fait. J'aime ce Mhm. que j'ai aujourd'hui. J'aime mon présent, en fait. Tu vois? Mhm. Et ça me donne envie de te poser une dernière question qui est qu'est-ce qui t'anime du coup profondément aujourd'hui? La contribution. Ouais. Ça, Ok. c'est quelque chose qui m'anime, mais waouh, ça me met en énergie, ça me met en joie, ça donne du sens à Mhm. chacun de mes actes. La contribution et la transmission. Donc, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec les gens qui m'entourent, ou que ce soit avec les femmes que j'accompagne, ou simplement celles qui me suivent sur les réseaux. Hein. Mhm. Parce que comme je leur ai dit, hein, je ne fais pas ça pour que vous preniez tout un coaching avec moi. Non. Mhm. Si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, prenez-le. Je serai là pour vous avec un grand plaisir et j'y mettrai tout mon cœur et toute mon énergie. Mais je suis surtout là pour vous transmettre un message, en fait.
Mm. Ou le choix du podcast comme biais de Mm. communication. Je suis là pour vous transmettre un message. Je suis là pour faire entendre ma voix, mais aussi la vôtre à travers la mienne. Et je suis là pour vous permettre de réaliser que vous n'êtes pas seul, tout simplement, et surtout que c'est possible, en fait. Mm. Donc, ouais, la contribution. La contribution et la transmission de ce message que Ouais, tout est possible et qu'on peut être tout ce qu'on veut, quoi. exactement, Mm. Ok. exactement. Eh bien, quel meilleur mot de la fin pour cet épisode qui a été riche en pépites et en partage. Donc, on a pu voir plein de choses à travers ton parcours. Donc, merci beaucoup, Milady, de t'être racontée au micro du podcast Divergent. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente continuation et puis au plaisir de se retrouver ici ou ailleurs sur les réseaux de toute façon. Merci à toi de m'avoir invité et oui, au plaisir de se retrouver, où que ce soit d'ailleurs, en vrai ou en virtuel. Et merci beaucoup pour ton énergie, pour ton beau sourire, parce qu'ils ne nous voient pas, mais moi je te vois. Et merci, c'était une belle expérience d'être derrière ce micro en face de toi. Merci Mm. Sandra. Merci encore, Milady.